Kazuma, un être reclus, est mort d'une façon ridicule et s'est retrouvé projeté dans un autre monde. Mais après avoir rencontré une déesse un peu faux-folle, il la force à devenir sa coéquipière pour former le groupe d'aventuriers le plus puissant et rendre tout le monde complètement dingue. Tout a commencé le jour où Kazuma a décidé d'arrêter d'être un reclus bon à rien et de sortir prendre l'air. Sur le chemin du retour, il aperçoit une fille sur le point d'être percutée de plein fouet par le fameux camion Kun, alors il se jette rapidement pour la sauver. L'instant d'après, il se retrouve dans l'au-delà où une déesse aux cheveux bleus, Aqua, l'accueille et lui confirme qu'il est bien mort. En entendant cela, Kazuma s'enquiert de la fille qu'il a sauvée et quand Aqua lui révèle qu'elle est vivante, Kazuma est soulagé, sachant que sa mort n'a pas été vaine. Cependant, la déesse révèle que la fille aurait survécu de toute façon car ce qui fonçait sur elle était un tracteur et non le légendaire camion de la mort. Kazuma est choqué et Aqua en rajoute une couche en riant de la façon dont il est mort de choc et que les médecins se sont même moqués de sa mort car il a fait pipi dans sa culotte devant un lent tracteur. Cela agace Kazuma, mais Aqua change vite de sujet en lui proposant de commencer une nouvelle vie dans un monde de jeux vidéo où il doit vaincre le roi démon. Ensuite, Aqua lui offre un large éventail de capacités surpuissantes à emporter, mais pendant que Kazuma choisit, Aqua l'exhorte agacamment à se dépêcher pour ne pas gaspiller son précieux temps divin. Exaspéré par son attitude, Kazuma choisit soudainement de l'emmener avec lui dans ce nouveau monde. Cela déconcerte Aqua et à ce moment-là, une autre déesse apparaît et déclare que la requête de Kazuma a été exaucée. Elle dit qu'elle va prendre la place d'Aqua et invoque un portail pour les transférer tous les deux. Aqua se met à pleurer et la supplie de faire quelque chose, mais Kazuma se moque d'elle car elle s'est fait avoir par un reclus bon à rien comme lui. Le portail les emporte tous les deux vers le nouveau monde et tandis que Kazuma est excité de commencer cette nouvelle aventure, Aqua se met à pleurer tellement fort que ça met l'animé en pause. Kazuma la calme rapidement et dit qu'en tant que gamer, il sait exactement quoi faire. La première chose qu'il fait est de les emmener à la guilde des aventuriers, et quand ils arrivent, Aqua le félicite d'être enfin fiable malgré son statut d'otaku sans envergure, ce que Kazuma prend comme une insulte personnelle. Ils se dirigent vers la réceptionniste aux proportions généreuses, Luna, et s'inscrivent comme aventuriers, mais Luna leur demande de payer les frais d'abord. Fauchés comme les blés, comme vous autres les losers, ils sont tous les deux déprimés, mais Aqua a une idée, utiliser son statut de déesse pour se faire de l'argent. Elle s'approche d'un vieux prêtre et se présente comme Aqua, la déesse de l'eau, avant de demander au vieil homme de prouver sa foi par l'argent. Cependant, le vieil homme dit qu'il croit en la déesse Eris, mais donne quand même de l'argent à Aqua par pitié, tout en la réprimandant de se faire passer pour une déesse. Aqua revient honteuse après avoir reçu de l'argent d'un fidèle d'Eris et ils retournent tous les deux voir Luna pour devenir aventuriers. Pour commencer, Luna leur remet une carte d'aventurier et leur demande de mesurer leur force à l'aide d'un cristal magique. Kazuma passe en premier et le cristal affiche sur sa carte d'aventurier son statut, un minable avec une chance extrêmement élevée. Mais quand c'est au tour d'Aqua, Luna est sous le choc en voyant que toutes ses statistiques sont au maximum et tout le monde se réjouit d'avoir une nouvelle aventurière de haut niveau. Bien que Kazuma soit un peu jaloux de ses pouvoirs dignes d'un héros d'anime, il garde espoir que sa nouvelle vie d'aventurier sera incroyable. Cependant, les jours suivants, il passe son temps avec Aqua à travailler dur, à faire la fête jusqu'à en vomir et à être payé une misère tout en dormant dans une écurie. Cela frustre Kazuma qui avait de grands espoirs et quand il en parle à Aqua, cela la fait réfléchir et réaliser qu'ils doivent vaincre le roi démon pour qu'elle puisse retrouver son poste de déesse. Elle promet alors et là qu'ils vont changer et ils décident de partir en mission pour commencer leur vie d'aventurier comme il se doit. Cependant, le lendemain, Aqua est occupée à dormir jusqu'à midi passé. Tandis que Kazuma la regarde, déprimée, se demandant pourquoi il a choisi de la croire au départ, quand elle se réveille, elle le salue sans la moindre once de culpabilité et il ne peut que soupirer devant ses agissements. Kazuma demande alors pourquoi il n'y a pas de conflit ou d'attaque démoniaque dans la ville à affronter et Aqua explique que la ville où il se trouve, Axel, est la ville des débutants et qu'elle est située le plus loin possible du château du roi démon. Elle se lève alors et exhorte Kazuma à partir en quête, et bien qu'il doute de sa conviction, il choisit de croire en son enthousiasme, se disant qu'après tout, elle est une déesse. La quête qu'ils acceptent est de vaincre 5 crapauds géants après que les habitants de la région aient signalé que ces crapauds causaient des problèmes en mangeant leurs chèvres, ce qui faisait perdre de l'argent aux fermiers, et ils avaient besoin d'aventuriers pour s'en occuper. Mais dès la première minute, Kazuma regrette sa décision car un crapaud géant le poursuit et veut le dévorer. Il supplie Aqua de faire quelque chose pour l'aider, mais tout ce qu'elle fait, c'est se moquer de lui, le voyant courir comme un poulet sans tête, et lui dit de commencer à l'appeler la déesse s'il veut son aide. Cependant, pendant qu'elle fait la maligne les yeux fermés, un crapaud géant apparaît devant elle et l'avale tout entière, forçant Kazuma à se précipiter et à vaincre le crapaud pour la sauver. Le corps entièrement couvert de bave, comme après une nuit bien arrosée, elle commence à remercier Kazuma qui est dégoûté par son odeur.
Il détourne rapidement son attention vers les autres crapauds qu'ils doivent gérer et suggère de battre en retraite pour l'instant. Cependant, Aqua refuse de retourner en ville après avoir été souillé, arguant que ses fidèles de la religion d'Axis perdraient leur foi s'ils voyaient leur déesse couverte de bave. Mais tout ce que Kazuma entend, c'est du charabia, étant donné qu'il l'a vu boire comme une ivrogne finie et faire la fête comme une vraie débauchée. C'est alors, de colère, qu'elle fonce tête baissée et seule sur l'un des crapauds géants et utilise son coup divin pour le pulvériser en 1000 morceaux, avec une animation à faire pâlir de jalousie One Punch Man. Mais de manière anticlimatique, l'attaque n'a rien fait et elle essaie de raisonner le crapaud, ce qui ne fait que la faire dévorer, forçant Kazuma à la sauver une fois de plus. Plus tard, ils se retrouvent pour dîner à la taverne où Aqua suggère d'ajouter des membres à leur groupe d'aventuriers. Kazuma pense que c'est une idée stupide, sachant qu'ils ne sont que des débutants qui n'ont rien à offrir, mais Aqua insiste et croit que tout le monde voudrait rejoindre leur groupe, étant donné qu'elle est une archiprêtresse avec des statistiques maximales partout. Le lendemain, ils attendent que des aventuriers viennent rejoindre leur équipe, mais après une longue attente, personne ne se présente. Même après qu'Aqua ait affiché une invitation sur le tableau de la guilde pleine de ses faux témoignages sur la façon dont leur groupe est le meilleur en ville, à l'égal d'une soirée de stars. Aqua se met à pleurer et Kazuma essaie de la calmer, mais à ce moment-là, une magicienne borgne avec une aura impressionnante apparaît, se déclarant la personne idéale pour leur équipe. Elle se présente comme Megumin, une archimage maîtresse de la magie explosive, le type de magie offensive le plus dévastateur. Elle continue de jacasser sur sa force, capable d'anéantir l'univers entier de Jujutsu Kaisen, et Kazuma lui demande si elle se moque d'eux, mais Megumin leur assure que non. C'est alors qu'Aqua remarque ses yeux rouges et lui demande si elle est une démone écarlate, et Megumin confirme que oui, mais s'effondre soudainement. Quand on lui demande pourquoi elle est dans cet état, Megumin explique qu'elle n'a pas mangé depuis plusieurs jours, alors Kazuma décide de lui montrer sa gentillesse en lui offrant le déjeuner. Mais avant de le faire, il l'interroge sur son cache-œil et Megumin affirme que son cache-œil supprime une magie puissante et capable de déformer le monde, qui peut être libérée si elle l'enlève. Kazuma est excité par cette perspective, mais Megumin le déçoit en disant qu'elle raconte des bobards juste pour se donner un air plus cool. En entendant cela, Kazuma lui arrache son cache-œil pendant qu'elle supplie de la laisser tranquille, pensant toujours qu'elle se moque d'eux. Mais Aqua lui assure que les démons écarlates comme Megumin ont réellement une magie puissante et des noms bizarres. Cela offense Megumin qui dit que son clan n'a pas de nom bizarre, mais quand Kazuma demande les noms de ses parents, elle prononce des noms étranges qui ressemblent plus à des marques de chips qu'à de vrais noms. Après cela, il vérifie de sa carte d'aventurier qui ne peut pas être fausse et confirme que Megumin est bien une magicienne de haut niveau qui possède la magie explosive. Aqua et Kazuma voient tous deux son potentiel, alors ils l'emmènent en mission contre les crapauds géants. Là, ils affrontent deux crapauds géants dans deux directions différentes, et tandis que Megumin vise l'un, Aqua décide de charger l'autre, les yeux pleins de vengeance après les horreurs baveuses qu'ils lui ont faites. Elle charge son requiem divin, un pouvoir bâti sur l'amour et le chagrin, avec une animation qui ferait pâlir Blue Lock, mais elle se fait dévorer à nouveau, prouvant qu'elle est vraiment pathétique. Cependant, Megumin charge sa magie explosive, choquant Kazuma par l'intensité de ses pouvoirs, et quand elle la libère sur le crapaud géant, cela crée une explosion d'une puissance comparable à celle qui a frappé le Japon, assurant que le crapaud est maintenant bien grillé et croustillant, ce qui impressionne Kazuma. Soudain, un autre crapaud se réveille de son sommeil et Kazuma avertit rapidement Megumin, mais quand il se retourne, elle est déjà affalée sur le sol. Elle explique que sa magie explosive a consommé tellement de pouvoir magique que cela lui prendra tout, ce qui signifie qu'elle ne peut l'utiliser qu'une fois par jour. Gisant faible et inutile, le crapaud s'approche d'elle et mange Megumin juste à côté d'Aqua, forçant Kazuma à les sauver et à terminer la mission. De retour en ville, les deux filles sont couvertes de bave et Kazuma doit porter Megumin sur son dos. Il lui dit que si sa magie explosive est impressionnante, elle ne pourra désormais l'utiliser qu'en cas d'urgence. Il lui conseille d'utiliser d'autres magies, mais Megumin répond qu'elle ne peut utiliser aucune autre magie, ce qui surprend les autres. Aqua explique que les démons écarlates ont une réserve de magie puissante qui leur permet d'utiliser à peu près n'importe quelle autre magie qu'ils veulent, mais c'est alors que Megumin déclare qu'elle ne veut utiliser que la magie explosive, et seulement la magie explosive, et que la raison pour laquelle elle est devenue aventurière est d'utiliser la magie explosive qu'elle aime et rien d'autre. En entendant cela, Aqua est impressionné par sa conviction, mais Kazuma en est agacé, réalisant que les deux filles de son groupe sont complètement inutiles. Alors il essaie rapidement de renvoyer Megumin de son groupe et de lui faire ses adieux pour son voyage.
Mais Megumin refuse de quitter son groupe, disant qu'il aura de la chance de la voir, elle qui possède une magie si puissante et n'a même pas besoin d'être payée pour cela. Les deux se chamaillent, Kazuma essayant de la faire partir, ne voulant pas d'une magicienne clown aussi inutile dans son équipe, tandis que Megumin le supplie de ne pas se débarrasser d'elle, car tout ce qu'elle veut, c'est utiliser sa magie explosive, et qu'elle a déjà été ostracisée par d'autres groupes auparavant. C'est alors que des passants assistent à toute la scène et la comprennent de travers, pensant que Kazuma est un dégénéré qui s'amuse à couvrir les filles de sa bave avant de les jeter comme des ordures. En entendant cela, Megumin saisit l'occasion et dit à voix haute que Kazuma utilisait de la bave de crapaud en faisant trembler le lit, mais Kazuma l'accepte dans son équipe pour la faire taire. Ensuite, pendant que les filles prennent un bain, Kazuma reçoit les récompenses pour s'être occupé des crapauds, mais quand il les compte, il réalise que ça ne vaut pas la peine de partir à l'aventure avec ces deux guignols. Il réalise que s'il veut de grosses récompenses, il doit entreprendre une mission plus dangereuse, mais il sait qu'il n'est pas capable de faire une telle chose. C'est alors qu'une chevalière blonde l'approche après avoir vu sa demande de recrutement et au premier coup d'œil, Kazuma est subjugué par sa beauté. Elle se présente comme Darkness et veut rejoindre son groupe, mais au milieu de sa phrase, elle commence à faire des bruits de plaisir comme si elle allait faire des folies, ce qui à la fois effraie et excite Kazuma. Darkness demande ensuite à Kazuma ce qui est arrivé à ses coéquipières baveuses, et quand Kazuma mentionne les crapauds géants, elle manque de jouir, ce qui déconcerte Kazuma. Il sent au fond de lui que cette femme lui rappelle Aqua et Megumin, alors il la prévient de ne pas rejoindre son groupe, mentionnant qu'ils sont payés une misère et sont des noobs. Cependant, Darkness admet qu'elle est inutile aussi car elle ne peut pas toucher une cible pour sauver sa vie, ce qui fait réaliser à Kazuma qu'il avait raison, elle est similaire à ses autres coéquipières par leur inutilité. Soudain, elle colle son visage à celui de Kazuma et suggère avec enthousiasme qu'il devrait l'utiliser comme bouclier humain pendant la bataille, mais comme elle est trop proche et qu'il est vierge, Kazuma sent son cœur s'accélérer et son petit Johnny se réveiller. Il essaie une fois de plus de la rejeter, disant qu'il pourrait se faire manger ou même écraser comme des patates par des gobelins, mais Darkness s'en excite et cela fait réaliser à Kazuma que non seulement elle est inutile, mais qu'elle est aussi complètement dérangée jusqu'à la moelle. Le lendemain, il se rend à la guilde et trouve Aqua en train de divertir des inconnus avec ses tours de magie de fête que Kazuma considère comme des compétences totalement inutiles. Pendant le déjeuner avec Megumin, il apprend qu'il peut dépenser ses points de niveau pour apprendre de nouvelles compétences, mais il ne l'a pas encore fait car il ne veut pas les gaspiller sur des capacités nulles. Megumin explique qu'il a besoin de quelqu'un pour lui enseigner une compétence en la lui montrant, et une fois qu'il l'a vue, il peut utiliser son point de compétence et l'apprendre. Il commence à réfléchir à la compétence à apprendre, et quand il mentionne la magie explosive, les yeux de Megumin s'illuminent, et elle l'encourage vivement à apprendre cette magie, la plus grande de toutes, selon elle. La voyant s'emballer, Kazuma lui dit de se calmer, la traitant de petite fille, mais cela change l'humeur de Megumin, réalisant que son manque d'atouts généreux l'a poussé à l'appeler ainsi. Plus tard, alors que Kazuma se demande s'il y a une compétence facile qu'il peut apprendre avec ses 3 points, Darkness apparaît pour lui parler à nouveau, voulant poursuivre leur conversation de la nuit précédente, ce que Kazuma redoute. Une fois de plus, elle demande à rejoindre son groupe d'aventuriers, et quand Kazuma la rejette sur le champ, elle se met à faire des bruits de plaisir comme si elle faisait des cochonneries. C'est alors qu'une de ses amies intervient et lui dit de se ressaisir avant qu'elle ne fasse fuir tout le monde. L'amie se présente comme Chris, une voleuse, et Kazuma ressent une vague de soulagement en voyant à quel point elle est normale comparée aux autres filles bizarres qu'il a rencontrées depuis sa réincarnation. Soudain, Chris suggère qu'il utilise ses points de compétences pour apprendre des compétences de voleur et explique qu'elle peut lui enseigner ses compétences car elles sont faciles à acquérir et ne coûtent que quelques points. Dehors, elle décrit des compétences comme la détection d'ennemis et la furtivité, mais dit que sa préférée est le vol, qu'elle croit parfaitement adapté pour lui. Elle le démontre en lui volant sa bourse de pièces juste devant lui et le met au défi d'apprendre la compétence pour qu'il puisse récupérer la bourse. Même s'il y a un risque qu'il échoue et perde son argent, Kazuma est excité, car c'est le premier moment digne d'un jeu vidéo d'aventure qu'il vit depuis son arrivée ici. Chris lui dit alors de vérifier sa carte et d'acquérir la compétence, et quand il le fait, il le sent dans ses gènes qu'il a débloqué une nouvelle compétence. Après cela, elle lui demande de l'utiliser sur elle, expliquant qu'elle porte un poignard d'une valeur de 400 000 aris, que Kazuma est ravi de voler, mais aussi quelques cailloux qui lui rendent la tâche plus difficile en diminuant ses chances d'obtenir le bon objet. Malgré l'horrible rapport risque/récompense, Kazuma utilise la compétence de vol sur elle, et quand il le fait, Chris sent soudainement qu'il lui manque quelque chose, et quand Kazuma voit ce qu'il a volé, ce n'est rien d'autre que sa petite culotte.
Il commence à célébrer comme un maniaque dégénéré, tandis que Chris le supplie de la lui rendre, et Darkness ne peut que regarder, à la fois excité et mal à l'aise. Plus tard, de retour à la guilde, Kazuma revient avec une Chris gênée et déprimée. Quand on lui demande ce qui s'est passé, Darkness dit aux autres que Kazuma a fait quelque chose qui pourrait le faire arrêter, et Chris explique qu'il l'a forcé à échanger tout son argent contre sa culotte, ce qui a valu à Kazuma des regards assassins de la part de tout le monde à la guilde. Aqua demande s'il a réellement appris des compétences, et Kazuma démontre à nouveau son vol sur Aqua, mais cela n'a aucun effet sur elle, et au lieu de cela fait perdre à Megumin sa petite culotte en dentelle noire. Megumin lui demande poliment de la lui rendre, et Kazuma ne comprend pas pourquoi la compétence continue de voler la même chose, alors qu'elle est censée être aléatoire. Voyant cette dégénérescence, Darkness intervient et dit qu'ils ont besoin d'elle dans leur groupe pour empêcher Kazuma de faire de telles choses à l'avenir. Mais Kazuma la rejette à nouveau, ce qui déclenche ses bruits de plaisir une fois de plus. Aqua réalise que c'est la même fille qu'il a confrontée la nuit précédente, et quand Megumin vérifie sa carte et découvre qu'elle est une croisée, elle insiste pour qu'il la recrute pour ses compétences de tank. Kazuma est toujours hésitant et explique qu'il prévoit de vaincre le roi démon et que le voyage ne fera que devenir plus dangereux. Il essaie de l'effrayer en disant que si elle se fait capturer, le roi démon l'utiliserait comme une poupée pour s'amuser avec elle. Mais cela excite Darkness encore plus, ce qui déconcerte Kazuma. Il tourne ensuite son attention vers Megumin et lui rappelle à quel point leur chemin est dangereux, mais au lieu de la décourager, son discours la motive encore plus à faire exploser le roi démon, car elle est fière de sa magie explosive et de son statut de démon écarlate. C'est alors que la guilde appelle tous les aventuriers à se rassembler à la porte principale pour une quête d'urgence, et la ville éclate dans le chaos. Quand ils sortent, Darkness jure de protéger Kazuma, tandis que Megumin s'avance et commence à préparer son sort le plus puissant. Kazuma demande ce qui se passe et Aqua explique qu'un essaim de choux volants descend soudainement sur la ville et les aventuriers se précipitent pour les combattre, ce qui s'avère être un phénomène courant dans ce monde. Puisque les choux refusent d'être mangés et migrent plutôt pour mourir paisiblement dans des zones reculées, Luna annonce que la saison des récoltes est arrivée et que la guilde paiera 10 000 aris pour chaque tête de chou collectée. Darkness essaye d'impressionner Kazuma en chargeant au combat, mais elle ne parvient pas à porter un seul coup aux choux. Mais alors, plusieurs choux encerclent deux hommes, et elle se jette devant eux comme un bouclier humain et encaisse tous les coups pour les sauver. Alors que son armure commence à tomber en morceaux, les gens la supplient de battre en retraite, mais elle refuse de le faire, et bien que tout le monde soit touché par son acte héroïque, sa vraie raison est qu'elle aime être regardée pendant qu'elle se fait tabasser. Juste à ce moment-là, Megumin déchaîne son sort, déclenchant une explosion massive qui anéantit tous les choux de la zone, et Darkness qui adore se faire exploser au visage. Cette nuit-là, tout le monde profite d'un festin de choux luxueux, et Aqua félicite Darkness pour sa bravoure. Darkness affirme qu'elle est faite différemment et que protéger les autres avec son corps est la seule chose pour laquelle elle est douée. Megumin complimente Aqua pour avoir utilisé sa magie de guérison afin de garder les choux frais et de soigner les blessés, mais il précise que la magie explosive de Megumin a eu le plus grand impact, car elle a éliminé tous les saints en une seule explosion. Il félicite également Kazuma qui utilise furtivité pour se faufiler derrière les choux et ensuite vole pour leur arracher les ailes, les rendant faciles à capturer. Aqua le couronne grand voleur de choux, ce qui ne fait que lui faire regretter encore plus ses choix de vie. Darkness supplie encore de rejoindre le groupe. Aqua fait remarquer qu'avec elle, ils seront 3 classes avancées. Kazuma se dit qu'il ne verrait pas d'inconvénient si Darkness n'était pas si dénuée de bon sens, mais elle est juste aussi bizarre que le reste de son équipe. Il cède et la laisse les rejoindre, conscient que sa vie va se compliquer. Quelques jours plus tard, Kazuma améliore ses compétences en ajoutant un sort d'eau, se convainquant qu'il ressemble enfin un peu plus à un vrai aventurier. Soudain, Darkness surgit avec une armure flambant neuve, fière de l'avoir réparée avec l'argent des choux. Il réagit à peine. Elle lui demande un compliment, mais Kazuma est trop occupé à observer l'archimage bizarre qui bave devant son nouveau bâton magique. Pendant ce temps, Aqua se dispute avec Luna car elle n'a pas eu son paiement complet. Luna explique que sa récolte s'est mélangée à de la laitue et comme ça se vend mal, sa récompense est fortement réduite. Là-dessus, Aqua va voir Kazuma et lui demande ses gains. Il lâche nonchalamment qu'il est millionnaire, choquant tout le monde. Il explique que les choux qu'il récolte valent une fortune et qu'il en a eu beaucoup grâce à sa chance absurde. Elle se met aussitôt à le complimenter, le trouvant plus beau que Brad Pitt, espérant qu'il partagera sa fortune. Mais quand il refuse de lui donner un centime, elle le supplie, avouant avoir déjà flambé tout son fric.
Kazuma la rembarre, lui rappelant qu'elle insiste pour ne pas partager les récompenses. Désespérée, elle menace de révéler toutes les fois où il a traîné à côté d'elle dans l'écurie. Kazuma lui jette de l'argent juste pour qu'elle se taise. Plus tard, Kazuma s'achète enfin de vrais vêtements d'aventurier. Les filles commentent qu'il ressemble enfin à un vrai. Avec leur équipement amélioré, le groupe décide de prendre une autre quête pour plus d'argent et les filles sont toutes excitées. Mais dès que Kazuma suggère une mission avec des crapauds géants, Aqua et Megumin paniquent, se souvenant comment elles ont été salies. Puis elles vont au tableau des quêtes et repèrent une demande pour vaincre un monstre massif, le Croque-Noir. Kazuma remarque qu'il ne reste que des quêtes de haut niveau. Luna explique que récemment, plusieurs commandants du Roi Démon se sont installés ici, effrayant tous les monstres plus faibles. Cette nuit-là, Kazuma en parle à Aqua, soulignant qu'ils n'auront pas de bon boulot tant que la menace près de la ville ne sera pas réglée. Aqua écoute, occupée à créer des fleurs, persuadée de devenir la prochaine Bill Gates en les vendant. Le lendemain, Megumin traîne Kazuma pour s'entraîner, le prévenant qu'elle s'évanouit après son sort et qu'il devra la ramener. En chemin vers un coin isolé, il tombe sur un château abandonné. Megumin décide que c'est la cible parfaite, personne n'y vivant. Après son sort, le château s'enflamme et elle s'effondre, forçant Kazuma à la ramener. Pendant ce temps, Aqua travaille à temps partiel pour gagner un peu d'argent, tandis que Darkness retourne chez elle s'entraîner. N'ayant rien d'autre à faire, Megumin prend l'habitude de faire exploser le château abandonné chaque jour et Kazuma la ramène. Cette routine dure des jours et Kazuma se met même à noter chaque explosion. Un jour, Megumin déclenche son explosion la plus impressionnante, faisant sérieusement envisager à Kazuma d'apprendre lui-même cette magie. Un soir, Aqua revient du travail avec une montagne de restes. Alors qu'elle est excitée par l'avenir, Kazuma admet ne pas croire qu'ils vaincront le Roi Démon. Il pense n'avoir aucune capacité cheatée comme les héros et que quelqu'un de plus qualifié devrait être envoyé à sa place. Aqua panique à l'idée de ne jamais rentrer chez elle. Kazuma lui dit brutalement que c'est sa faute d'être si inutile malgré son statut de déesse. Aqua fond en larmes et Kazuma lui dit qu'elle pourrait au moins lui apprendre la magie de guérison. Elle refuse, disant que la guérison est la seule chose qui la rend un tant soit peu utile. Plus tard, elle sanglote devant les autres. Megumin demande à Kazuma d'être plus doux, tandis que Darkness, la masochiste, lui demande de la frapper. Mais Kazuma comprend vite qu'Aqua simule sa tristesse pour attirer la sympathie. Juste à ce moment, Luna déclare une urgence et ordonne à tous les aventuriers de se préparer au combat. Tout le monde se précipite à la porte principale où arrive Beldia, un puissant Dullahan commandant des forces du Roi Démon. Il exige de savoir quel idiot continue de tirer des explosions sur son château chaque jour. Les aventuriers cherchent le coupable. Ils soupçonnent d'un utilisateur de magie explosive mais accusent une fille au hasard. Megumin ne supporte pas que quelqu'un d'autre prenne le blâme, alors elle s'avance et confronte le chevalier elle-même. Beldia se plaint que si elle veut l'attaquer, elle devrait le faire correctement, pas en faisant exploser son château de loin. Il laisse la ville tranquille car elle ne subit que des incendies mineurs, mais avertit que si ça continue, il ne se retiendra plus. Megumin redouble d'audace, affirmant le cibler chaque jour exprès pour l'attirer et se vante que son plan marche, qu'il est seul car il est tombé dans son piège. Kazuma sait qu'elle raconte n'importe quoi, mais tout le monde la croit. Le chevalier lui dit d'arrêter et tourne les talons, mais Megumin déclare obstinément qu'elle continuera d'attaquer son château. Elle appelle Aqua à l'aide et Aqua se précipite, invoquant son bâton. Beldia n'est pas dupe et lance une malédiction mortelle sur Megumin. Darkness se jette devant et prend le coup. Beldia annonce qu'avec ce sort, Darkness mourra dans une semaine. Il dit à Megumin de réfléchir à son comportement, soulignant que rien de tout cela ne serait arrivé sans son imprudence. Apprenant que la malédiction ne peut être levée qu'en suivant les ordres de Beldia, Darkness imagine qu'elle devra lui obéir et se soumettre pour survivre. Trop excitée par l'idée, elle se tourne vers Kazuma pour des instructions. Avant qu'il ne réponde, elle court vers Beldia et s'humilie encore plus, forçant Kazuma à la ramener. Beldia l'ignore et dit à Megumin que si elle veut sauver son amie, elle doit venir seule à son château. Il promet de lever la malédiction si elle atteint sa chambre, mais avertit que le chemin exact est gardé par ses sous-fifres.
Après son départ, le poids de la responsabilité frappe Megumin. Elle décide d'aller au château pour sauver son ami croisé, mais Kazuma admet sa part de faute, l'ayant laissé faire exploser le château chaque jour et insiste pour l'accompagner. Megumin explique que les armes normales ne fonctionnent pas sur les morts vivants, mais elle est secrètement ravie que Kazuma doive compter sur elle. Darkness essaie de les arrêter, les suppliant de ne pas risquer leur vie pour elle. Mais avant que la dispute ne s'éternise, Aqua lance nonchalamment un sort sacré et lève la malédiction de Darkness, laissant tout le monde stupéfait. Pendant que tous célèbrent, Kazuma et Megumin sont furieux d'avoir perdu leur chance de faire les héros. Quelques jours plus tard, en voyant Aqua dormir paresseusement dans les écuries, Kazuma déprime. Ce n'est pas la vie dont il rêvait en arrivant. Il rêvait de donjons et de dragons, mais il vit comme un simple employé de bureau, un vrai loser. À la guilde, Aqua est de mauvaise humeur et exige une quête, surtout parce qu'elle est endettée jusqu'au cou. Elle grimpe sur Kazuma et le supplie d'aider, et il ne comprend pas comment une déesse peut être si pitoyable. Il la laisse choisir, mais dès qu'elle pointe une guerre territoriale Manticore-Griffon, il refuse, c'est hors de leur niveau. Elle se rabat sur la purification d'un lac près d'Axel pour chasser les alligators qui y vivent. En entendant cela, Kazuma est surpris qu'elle en soit capable, lui disant même qu'elle peut garder la récompense puisqu'elle fait le travail toute seule. Cependant, elle explique que si elle peut purifier toute eau qu'elle touche, nettoyer un lac entier lui prendrait des heures. Des monstres pourraient l'attaquer pendant qu'elle canalise son pouvoir divin. Alors elle demande au groupe de lui servir de garde du corps. Mais Kazuma a une idée bien plus efficace, louer une petite cage en fer à la guilde et y enfermer Aqua pour la tenir à l'abri du danger. Elle accepte, l'équipe traîne la cage jusqu'au lac, la descend et laisse Aqua s'asseoir seule dans l'eau pour la purifier pendant que les autres attendent la fin du travail. Aqua reste des heures dans l'eau glacée, déversant son énergie divine. Le groupe discute nonchalamment, les filles font-elles caca? Aqua assure à Kazuma que non, tout le monde le sait. Megumin, elle, clame fièrement que les démons écarlates n'ont pas besoin de toilettes. Darkness essaie de jouer le jeu, mais en masochiste qu'elle est, elle craque et Kazuma doit la calmer. Il refuse de croire leur bobard et plaisante. La prochaine fois, il prendra une quête interminable juste pour voir combien de temps elles tiendront. Pendant qu'ils discutent, des alligators encerclent la cage, mordant les barreaux et la percutant. Aqua panique et lance des sorts de purification frénétiques, tandis qu'Aqua endure la terreur. Darkness, elle, s'excite, l'idée d'être déchiquetée par des alligators lui procurant un plaisir certain. Des heures plus tard, le lac brille de pureté, les alligators disparaissent. Le groupe s'approche d'Aqua pour la trouver complètement brisée émotionnellement. Elle sanglote et refuse de sortir de la cage, même quand Kazuma dit qu'elle peut garder l'argent. Elle déclare qu'elle va vivre dans la cage pour toujours et les supplie de la ramener en ville dedans. Pendant ce temps, loin d'ici, Kyoya, chevalier en armure brillante, combat un dragon avec son épée surpuissante. Avec ses deux groupies et la bénédiction d'une déesse, il vainc le dragon. Plus tard, ils retournent à Axel. Les filles le complimentent pour avoir vaincu le dragon d'un coup, mais Kyoya est pensif, se remémorant sa rencontre avec la déesse qu'il a envoyée là-bas, Aqua. Soudain, il entend sa voix chanter au loin, se précipite et la trouve piégée dans une cage. Sous le regard des passants, Kazuma lui dit de sortir, ça les fait mal paraître. Mais elle est si traumatisée qu'elle préfère pourrir là plutôt que d'affronter le monde. Quand Kyoya voit Aqua, sa déesse bien-aimée, transportée comme une bête sauvage, il charge, brise la cage et la libère. Kyoya l'appelle déesse et Aqua ne s'en souvient pas, mais quand Kazuma lui rappelle son statut divin, elle sort de sa dépression et s'annonce fièrement comme une déesse avant de sortir de la cage. Cependant, en voyant Kyoya, elle ne sait pas qui il est. Il doit l'expliquer qu'il est l'aventurier à qui elle a donné un but et une épée pour vaincre le roi démon. Aqua balaye ça, disant qu'elle a oublié, ayant envoyé tant de gens avant lui. Kyoya demande ce qu'Aqua fait ici. Après avoir entendu, il confronte Kazuma pour l'avoir traîné dans ce monde, mais Aqua insiste qu'elle ne s'en soucie pas, s'amusant plus qu'avant. Quand Kyoya en apprend plus sur les conditions de vie d'Aqua, comme vivre dans une écurie, il est encore plus agacé. Il regarde autour de Kazuma, voit les autres et lui dit qu'il devrait être reconnaissant d'être entouré de puissantes guerrières comme Darkness et Megumin.
Kazuma est agacé par cette déclaration. Il ne pense qu'à Aqua l'agaçante, Megumin la pyromane et Darkness la masochiste. Kyoya tente de recruter Megumin et Darkness pour les sauver, mais elle le rejette net, le trouvant plus ridicule que charmant. Elle tente de partir, mais Kyoya refuse et défie Kazuma en duel avec Aqua en jeu. Si Kazuma gagne, il obtient tout ce que Kyoya possède. Kazuma accepte sur le champ l'attaque, utilise son vol pour prendre son épée légendaire Graham et l'assomme avec. Les deux petites groupies de Kyoya, Crémilla et Fio, hurlent sur Kazuma, disant que seul Kyoya peut manier cette épée. Aqua confirme, mais Kazuma décide de la prendre quand même. Quand elle proteste, il les fait taire en menaçant d'utiliser son vol pour prendre ce qu'elles tiennent le plus. Ça les effraie et dégoûte le groupe de Kazuma. Le lendemain, Aqua fait irruption à la guilde pour engueuler Luna, ayant appris que sa récompense est déduite pour payer la cage brisée par Kyoya. Kyoya arrive juste après, prêt à accuser Kazuma de comportement dégénéré envers les femmes, selon les infos de Chris. Avant qu'il ne finisse, Aqua le frappe et exige une compensation pour la cage détruite. Kyoya pèse sur le champ. Aqua se dirige joyeusement vers le comptoir pour s'acheter un verre, puis Kyoya supplie Kazuma de lui rendre son épée et propose de lui acheter la meilleure lame du magasin en échange. Cependant, Kazuma révèle nonchalamment avoir vendu l'épée. Kyoya s'enfuit incrédule. Après son départ, Darkness demande pourquoi Kyoya appelle Aqua une déesse. Kazuma et Aqua décident enfin de lui dire la vérité. Elle est Aqua, la déesse de l'eau, de la religion Axis. Mais les filles pensent qu'elle est ivre. Juste à ce moment, Luna déclare une urgence et ordonne aux aventuriers de se rassembler aux portes. Ils arrivent face à Beldia le Dullahan, furieux que personne n'ait visité son château après son attente. Kazuma ne comprend pas pourquoi Beldia est contrarié, disant qu'ils n'ont rien fait de mal, mais Beldia révèle que son château est toujours explosé par Megumin chaque jour depuis leur dernière rencontre. Le sang de Kazuma bout contre Megumin pour cette stupidité. Megumin dit avoir une raison. Au début, faire exploser des champs vides lui suffisait, mais après avoir goûté à la démolition de ce château, elle ne peut plus s'arrêter. Kazuma demande comment elle rentre après chaque explosion, puisqu'elle s'évanouit. Il découvre qu'Aqua l'aide à rentrer depuis qu'il a arrêté de l'accompagner, ce qui vaut à Aqua une bonne engueulade. Cependant, Beldia dit qu'une autre chose l'énerve. Ils refusent de l'affronter et laissent leur ami, Darkness, mourir de sa malédiction. À son grand choc, Darkness s'avance bien vivante, déroutant Beldia. Aqua en profite pour le vanner de n'avoir pas vu que la malédiction était levée et lance nonchalamment un sort de renvoi des morts vivants, infligeant une douleur aiguë au Dullahan. Beldia est choqué qu'une Aqua si puissante vive à Axel. Il invoque vite une légion de chevaliers morts vivants, leur ordonnant de massacrer la ville. Cependant, au lieu d'attaquer les civils, les morts-vivants se ruent vers Aqua comme des groupies attirés par sa présence divine. Hurlant à plein poumon, Aqua sprinte dans les rues. Kazuma affirme que les morts-vivants cherchent le salut d'une déesse pour l'au-delà. Aqua finit par revenir vers les aventuriers, faisant paniquer et disperser tout le monde. Avec seulement Kazuma à ses côtés, il se faufile à travers le chaos, poursuivi par les morts-vivants. Kazuma supplie Aqua de faire quelque chose contre la horde, mais elle panique, disant que sa magie ne fonctionne pas. Profitant de l'ouverture, Megumin grimpe en hauteur et prépare son explosion. Une fois Aqua et Kazuma hors de la zone d'explosion, Megumin déclenche un sort massif qui anéantit les morts vivants. Les autres aventuriers exultent et Megumin reçoit de nouveaux surnoms, le petit démon melon, la folle de l'explosion. Mais alors que Kazuma l'emporte, elle lui dit de retenir les noms de ces idiots pour pouvoir les faire exploser plus tard. Malgré tout, Beldia survit à l'explosion. La plupart de ses forces sont réduites en cendres, mais il rit et affirme qu'il s'en occupera lui-même. Kazuma craint la défaite, la ville étant pleine de débutants, mais les gens l'assurent que leur race arrivera et s'occupera de Beldia. Convaincus de pouvoir gagner, les civils se ruent sur Beldia, mais le Dullahan lance sa tête en l'air, utilise la vue élevée pour suivre les mouvements de chacun, puis les achève tous avec facilité. Face à cette terreur, les habitants croient que Kyoya viendra les sauver, mais Kazuma réalise son erreur. À cause de lui, Kyoya n'est pas là. Beldia s'avance et balance son épée, mais Darkness entrechoque la sienne, créant une impasse.
Kazuma la presse de battre en retraite, mais elle refuse, disant qu'elle est prête à être tripotée partout si ça sauve les gens, ce qui dégoûte Beldia plus que tout. Elle charge le Dullahan et frappe comme une forcenée, tel un Zoro déchaîné. Mais si elle semble pouvoir frapper, tous ses coups ratent lamentablement. Beldia est confus, Darkness et Kazuma sont embarrassés. Sans remords, Beldia tranche son armure avec facilité. Kazuma la supplie de fuir, mais Darkness refuse en croisée d'honneur. Cependant, elle exprime aussi sans vergogne son plaisir à voir ses vêtements déchirés petit à petit, exposant ses fantasmes à tous, ce qui effraie le Dullahan. À ce moment, Kazuma tire sa magie de l'eau sur Beldia, le Dullahan esquive et mouille Darkness. Kazuma en profite pour le geler et utiliser son vol pour prendre son épée. À sa surprise, ça n'a rien fait. Beldia l'informe que le niveau de Kazuma est trop bas pour que son vol fonctionne et il marche vers lui. Darkness tente d'intervenir, Beldia l'attaque encore. Kazuma s'accroche désespérément à ses connaissances de joueur pour se souvenir de la faiblesse d'un Dullahan. À ce moment, il se souvient de ses sessions sur Elden Ring et révèle la faiblesse de Beldia. L'eau. Il encourage tout le monde à lui en jeter, le forçant à esquiver. Beldia continue d'esquiver. Kazuma se tourne vers Aqua et la presse d'intervenir, disant que même une bonne à rien comme elle devrait pouvoir contrôler l'eau. De tous les moments pour s'offenser, Aqua choisit celui-ci, gaspillant de précieuses secondes à forcer Kazuma à s'excuser. Ce n'est qu'alors qu'elle lève les mains et canalise son pouvoir. Voyant le sort se former, Beldia tente de fuir, mais Darkness lui tient la jambe pour l'arrêter. Cela donne une ouverture à Aqua pour déchaîner une inondation divine si massive qu'elle inonde le champ de bataille et endommage même les murs de la ville. Beldia gravement affaiblie, Kazuma parvient enfin à lui voler la tête grâce à son vol. La tête en main, Kazuma a des intentions sournoises. Il lance un match de foot avec les aventuriers, jonglant avec la tête de Beldia comme un messie. Aqua achève le travail en purifiant le reste de son corps. Quand la poussière retombe, Darkness tombe à genoux pour prier pour les camarades tombés qui l'avaient accepté. Cependant, elle réalise vite qu'ils sont tous encore en vie car Aqua a déjà utilisé ses pouvoirs pour les ranimer. Et Darkness, elle, se sent à la fois gênée et un peu vexée de s'être fait voler son grand moment dramatique, ses ballots. Kazuma lui dit de se détendre, après tout, elle adore être gênée, mais elle rétorque que ce n'est pas du tout le genre d'humiliation qu'elle recherche. Le lendemain, Kazuma est juste reconnaissant de se réveiller vivant, tandis que la guilde est en pleine effervescence, les aventuriers célébrant leur victoire éclatante. C'est alors que Luna arrive et annonce que le groupe de Kazuma est crédité d'avoir vaincu un général du roi démon à Beldia, leur valant une récompense de 300 millions d'Eris. Kazuma convoque aussitôt une réunion d'équipe et déclare qu'avec une telle somme, il prend sa retraite pour de bon, prêt à se dorer la pilule sur son tas de fric. Les filles protestent et lui rappellent que son but est de vaincre le roi démon, mais Kazuma balaie ça d'un revers de main et campe sur son plan de retraite. Cependant, juste au moment où l'idée commence à prendre forme, Luna lâche une bombe, les informant que s'ils reçoivent une récompense colossale pour avoir éliminé un des généraux du roi démon, ils sont aussi responsables de payer les dégâts causés par le déluge d'Aqua. La facture des réparations s'élève à 400 millions d'Eris, bien plus que la récompense, les replongeant directement dans les dettes. En entendant cela, les filles parlent avec espoir de leur aventure qui ne fait que commencer, tandis que Kazuma réalise que sa vie est vraiment une comédie vivante. Quelques jours plus tard, l'hiver arrive et tous les autres aventuriers se terrent à l'intérieur pour échapper au froid, profitant des richesses qu'ils ont accumulées. Pendant ce temps, Kazuma est stressé par sa situation financière désastreuse après ce qui s'est passé, et Aqua n'arrange rien en lui rappelant qu'une magnifique déesse comme elle est forcée de dormir dans une étable. Mais il lui rétorque sèchement, soulignant qu'ils sont endettés jusqu'au cou à cause de son bazar, à la base. Il ajoute que ses cils ont même gelé à cause du froid et que s'il continue à dormir dans les étables, il va finir par se transformer en Elsa. Aqua esquive toute responsabilité et rétorque que si elle n'avait pas utilisé son sort, ils seraient tous morts, alors il devrait plutôt la remercier et lui lécher les orteils pour montrer leur gratitude. Cependant, Kazuma retourne la logique, puisque le mérite lui revient entièrement, les dettes aussi. Il tourne les talons et lui dit de se débrouiller seule avec ça. Elle tombe immédiatement à genoux et le supplie de trouver une solution. C'est alors que Darkness et Megumin apparaissent, lui demandant s'il leur a trouvé du travail, mais Kazuma avoue qu'il n'a même pas commencé à chercher. Elle remarque que le reste de la guilde est en pleine célébration, puisque tout le monde a gagné des tonnes d'argent en aidant à vaincre Beldia. Alors qu'il parcourt le tableau des quêtes, Darkness repère une demande pour chasser des loups blancs pour 1 million d'Eris, et l'idée de se faire déchiqueter par eux l'excite énormément, mais Kazuma met fin à ça instantanément.
Megumin signale ensuite une quête concernant des ours un coup et commence à vanter sa propre explosion unique, mais Kazuma rejette ça aussi car c'est bien trop dangereux. Il remarque ensuite une demande de reconnaissance impliquant quelque chose de sinistre appelé le Destructeur, décide que ça ressemble à un cauchemar en puissance et choisit finalement une quête pour chasser des sprites des neiges qui paient 100 000 Eris par cible. Tandis que Megumin commence à divaguer sur les dangers qu'il pourrait rencontrer, Aqua s'éloigne pour se préparer tandis que Darkness s'enthousiasme simplement parce que la quête contient le mot neige. Plus tard, le groupe se rassemble et se dirige vers une forêt enneigée où les sprites des neiges se regroupent. Kazuma s'acharne sur les petites créatures de neige qui se dispersent, tandis qu'Aqua les met joyeusement en bouteille pour les utiliser plus tard comme mini-frigo magique pour son alcool pendant l'été. Pendant ce temps, la petite folle des explosions en fait sauter un tas puis s'effondre dans la neige comme d'habitude. Quand Kazuma la vérifie, elle rapporte fièrement qu'elle a éliminé 9 sprites et même gagné un niveau. Kazuma commence à réaliser que chasser ces choses est bien trop facile vu la récompense qu'ils sont sur le point de gagner et se demande pourquoi personne d'autre ne veut le faire. Mais c'est là que Darkness sent quelque chose rôder dans les bois et Aqua explique que la plupart des aventuriers évident cette quête à cause du maître des sprites des neiges, aussi connu sous le nom de Shogun d'hiver. À ce moment-là, le Shogun d'hiver apparaît, arborant son armure de samouraï comme un vrai guerrier d'un autre monde. Aqua ajoute que cette chose est si puissante que même le roi démon a mis une prime sur sa tête. Tandis que Kazuma panique intérieurement, Darkness charge avec enthousiasme mais son épée se brise instantanément. Aqua explique à la rate que le shogun d'hiver prend une forme façonnée par l'imagination de son ennemi, et comme Kazuma vient du Japon, son look de samouraï est en gros de sa faute. Réalisant à quel point la situation est grave, Aqua libère les sprites capturés et ordonne à tout le monde de jeter leurs armes et de supplier le shogun de leur pardonner. Voyant une déesse s'incliner, Kazuma et Megumin obéissent, mais Darkness refuse obstinément de s'agenouiller. Pris de panique, Kazuma se précipite pour la forcer à s'agenouiller. Oubliant qu'il tient toujours son épée, le shogun interprète cela comme un geste hostile et sans hésitation tranche la tête de Kazuma de son corps. La seconde d'après, il se réveille à nouveau dans l'au-delà, où la déesse Eris le salue doucement et exprime sa sympathie pour sa fin malheureuse. Il la reconnaît immédiatement comme la cadette d'Aqua et note à quel point elle est bien plus gentille et empathique que son aînée agaçante. Quand Eris lui propose de le renvoyer au Japon pour une vie paisible, Kazuma lui demande si elle peut le placer dans une famille riche, lui assurer un harem à l'avenir et le rendre plus canon que Gojo. Il commence même à se plaindre de son lamentable groupe d'aventuriers, de sa malchance horrible et de tout ce qui a mal tourné jusqu'à présent, espérant lui soutirer encore plus de faveurs. Cependant, au milieu de tout ça, il fond soudain en larmes et réalise à quel point ses amis bien-aimés lui manquent en fait, car même s'ils le rendent fou, il admet que la vie avec eux est étrangement amusante et qu'il s'est sincèrement attaché à eux. Au moment où il est sur le point de partir, la voix d'Aqua résonne à travers l'au-delà, réclamant son âme. Quand Aqua tente de le ressusciter, Eris explique que les règles ne permettent pas de ressusciter quelqu'un plus d'une fois dans le même monde, mais Aqua crie immédiatement au non-sens et commence à dénigrer sa cadette pour inventer des règles sur le champ. Furieuse, Aqua menace de révéler le plus grand secret de la déesse Eris. Elle utilise des rembourrages pour faire paraître ses melons plus gros, mais Eris panique, devient écarlate et accepte à contre-cœur de contourner les règles. Un cercle magique se forme autour de Kazuma, et Eris lui demande de garder ce petit secret une fois revenu, ce qui le rend tout gêné. L'instant d'après qu'il se réveille auprès des autres, Megumin et Darkness le serrant dans leurs bras de soulagement, tandis qu'Aqua exige d'un air suffisant qu'il l'adore pour lui avoir sauvé la vie. Toujours agacé, Kazuma refuse de la remercier, pensant à quel point Eris est bien plus une déesse qu'elle. Cela exaspère Aqua et quand elle tente de lui servir un sandwich aux phalanges, Darkness intervient pour les séparer. Kazuma apprend alors qu'il est mort d'une manière particulièrement brutale face au shogun d'hiver et il décide qu'ils ne sont clairement pas encore assez forts pour des quêtes hivernales comme celle-ci. De retour à la guilde, Aqua révèle fièrement qu'elle a secrètement gardé un sprite des neiges. Kazuma essaie de le prendre pour le rendre et obtenir la récompense, mais Aqua refuse, disant qu'elle veut l'utiliser comme son frigo personnel. Pleinement rappelé à quel point son groupe est dysfonctionnel, Kazuma ne peut que soupirer et se dire qu'Eris ressemble à une vraie déesse, tandis que ses propres coéquipières ne sont qu'une bande de têtes de nœuds qui lui donnent envie de faire un salto arrière dans un volcan. Quelques jours plus tard, devant les étables, Aqua se réchauffe près d'un feu de camp alors que le vent souffle froid. Quand une rafale soudaine manque d'éteindre les flammes, elle attrape le vieux survêtement de Kazuma, celui qu'il a ramené de sa vie précédente, et tente de le jeter dans le feu pour se réchauffer. Mais Kazuma lui donne immédiatement une tape sur la tête et met fin à cette idée, hurlant que c'est littéralement le seul souvenir qui lui reste de sa vie précédente. Aqua se plaint qu'il n'y a rien d'autre à brûler et s'il ne veut pas sacrifier sa précieuse tenue, alors il n'a qu'à la réchauffer lui-même.
comme par hasard, le feu s'éteint complètement, et tandis qu'Aqua boude dramatiquement, Kazuma décide qu'il est temps de trouver un autre endroit où vivre. Peu de temps après, ils rendent visite à la boutique de magie de Whis, et avant d'entrer, Kazuma avertit Aqua de se tenir à carreau pour une fois. Cependant, dès qu'ils entrent, Aqua attrape Whis par le col et commence à hurler à quel point c'est injuste que Whis vive confortablement dans une boutique pendant qu'elle gèle dans une étable. Kazuma gifle Aqua à la hâte et l'éloigne de la pauvre sangsue bien dotée. Une fois les choses calmées, Aqua exige du thé de la manière la plus impolie possible et pendant que Whis le prépare, Kazuma se rappelle et se dit que malgré ses formes généreuses, Whis est en fait une liche. Il poursuit en disant que Whis est de nature douce et qu'elle guidait autrefois les âmes errantes vers l'au-delà, mais depuis que le groupe de Kazuma a repris ce travail, elle a pu ouvrir sa propre boutique et vivre tranquillement en ville. Quand le thé arrive, Aqua est choquée par son goût délicieux, bien qu'elle traite toujours Whis froidement juste parce qu'elle est une morte vivante. Pendant ce temps, Kazuma mentionne qu'il a des points de compétences inutilisés et veut que Whis lui enseigne quelques techniques de liche. Aqua crache son thé et le traite d'idiot de vouloir apprendre des compétences de mort-vivant au lieu de lui demander, à elle, une déesse littérale, de lui enseigner. Kazuma rétorque que les capacités de Whis peuvent réellement le maintenir en vie dans de vrais combats, étant donné que personne d'autre n'a de compétences de mort-vivant dans son arsenal. Whis demande ce qu'Aqua entend par être une déesse, et c'est alors qu'Aqua se présente fièrement comme une déesse de l'ordre d'Axis, mais Whis se crispe en entendant cela. Kazuma essaie de la calmer, mais Whis explique qu'elle a rencontré bien trop de personnes instables du culte d'Axis et qu'ils sont tous des psychopathes. Réalisant qu'Aqua en est la chef, Whis se demande sérieusement si Aqua n'aurait pas sa place dans une cellule capitonnée. Profondément offensée, Aqua commence immédiatement à la harceler, forçant Kazuma à intervenir et à les séparés pour la deuxième fois. Puis, Whis mentionne nonchalamment qu'elle est impressionnée qu'ils aient réussi à vaincre Beldia. Quand Kazuma demande comment elle le sait, elle révèle qu'elle est l'une des générales du roi démon. Aqua la plaque instantanément, mais Whis explique désespérément que son rôle est purement défensif, car elle ne fait que maintenir la barrière autour du château du roi démon et n'a jamais fait de mal à personne. Puisqu'elle ne cause pas réellement de problème, il n'y a pas de prime sur sa tête. Elle ajoute que si quelqu'un venait à vaincre tous les généraux, la barrière finirait par tomber. Aqua affirme avec confiance qu'elle peut abattre la barrière quand elle veut, mais elle semble toujours tenter d'exorciser Whis purement par dépit pour avoir insulté sa religion. Whis les rassure en disant qu'elle n'a aucune hostilité envers le groupe, même après qu'ils aient vaincu Beldia. Elle mentionne même que Beldia faisait des trucs bizarres, comme faire semblant que sa tête tombait comme une boule de bowling juste pour jeter un coup d'œil à ses courbes généreuses. Changeant de sujet, Whis accepte d'enseigner une compétence à Kazuma et choisit Toucher drainant, qui permet à l'utilisateur de siphonner l'énergie magique. Elle le démontre sur Aqua, qui résiste par mesquinerie jusqu'à ce que Kazuma la gifle à nouveau et lui dise d'arrêter de faire des siennes. Pendant que Kazuma pratique sa nouvelle capacité, Aqua attrape soudainement la main de Whis et tente de la purifier sur le champ. Le sort fonctionne presque avant que Kazuma ne tire Aqua loin d'elle à la dernière seconde. Juste après ce chaos, le groupe reçoit une demande de travail concernant un manoir hanté qui doit être nettoyé. Quand ils arrivent, Aqua se tient dehors, les yeux fermés, prenant des pauses dramatiques et faisant semblant d'effrayer les mauvais esprits. Tous les autres l'ignorent complètement et entrent pour commencer le nettoyage, tandis qu'Aqua continue sa petite routine d'exorcisme pour absolument personne. Cette nuit-là, Kazuma s'approprie joyeusement une chambre et savoure le luxe d'avoir à nouveau un vrai lit. Se sentant en sécurité avec Aqua dans les parages, il se détend jusqu'à ce que ses cris le réveillent après que quelqu'un ait volé une boisson qu'elle gardait depuis des mois. Enragée, Aqua devient folle et commence à lancer des sorts de tourner les morts vivants à travers le manoir, pulvérisant tout ce qui ressemble de près ou de loin au cousin de Casper. Plus tard, Kazuma se réveille, ayant besoin d'aller aux toilettes, et est accueilli par Annabelle elle-même, assise dans le coin de sa chambre, ce qui le terrifie. Il détourne le regard, refusant de regarder à nouveau. Cependant, quand il finit par se retourner, il voit encore plus de poupées possédées l'entourer, alors il s'enfuit rapidement terrifié et fait irruption dans la chambre d'Aqua pour se mettre en sécurité, seulement pour y trouver Megumin à la place. Megumin explique qu'elle voit aussi les poupées et a besoin d'Aqua pour la protéger pendant qu'elle va faire pipi, mais maintenant que Darkness et Aqua sont introuvables, en mode Ghostbuster, les deux se disputent pour savoir qui va aux toilettes en premier. Ils commencent à se chamailler, mais leur dispute est interrompue quand les poupées apparaissent à la fenêtre, les faisant hurler et courir à toute vitesse dans le couloir. Dans leur fuite, ils atteignent la salle de bain où Kazuma monte la garde pour Megumin qui fait ses petites affaires tout en l'appelant toutes les 5 secondes de peur d'être laissé seul. Cependant, du coin de l'œil, Kazuma aperçoit les poupées possédées qui commencent à s'infiltrer et pressent Megumin de se dépêcher. Par désespoir, il arrache la porte et l'entraîne à l'abri.
Par peur, Megumin commence à réciter sa magie d'explosion, mais Kazuma l'arrête pour éviter que sa nouvelle maison ne soit détruite et décide plutôt de les affronter de front. Cependant, quand il ouvre la porte, il frappe Aqua à la tête qui a exorcisé les démons toute la nuit avec Darkness et l'assomme. Le lendemain, Kazuma et Aqua se rendent à la guilde pour récupérer leur récompense pour avoir débarrassé le manoir des petites Shockies et Annabelle. Cependant, Luna explique que les fantômes n'ont envahi la maison que parce que quelqu'un a placé une barrière magique autour du cimetière local empêchant les esprits de reposer en paix. Kazuma se tourne lentement et fusille Aqua du regard, qui admet l'avoir fait pour ne pas avoir à purifier le cimetière tous les jours. Réalisant que le désordre est de leur faute, il renonce honteusement à la récompense. Plus tard, pendant que Kazuma range la cour du manoir, Whis passe discrètement pour le remercier de son aide. Juste au moment où les choses semblent enfin paisibles, Kazuma entend Aqua dire à Darkness de jeter son précieux survêtement dans la cheminée pour se réchauffer. Il sprint immédiatement à l'intérieur pour les arrêter, sachant déjà que sa nuit paisible est sur le point d'être gâchée une fois de plus. Quelques nuits plus tard, le groupe se détend dans leur nouveau manoir, où Megumin et Darkness sont au milieu d'une intense partie d'échecs, tandis que Kazuma se prélasse confortablement sur le canapé. Sorti de nulle part, Aqua s'approche et exige qu'il lui cède la meilleure place de la pièce, affirmant qu'elle la mérite puisqu'elle est du plus haut niveau du groupe. Kazuma souligne que ses statistiques n'ont pas progressé une seule fois depuis le premier jour, mais Aqua insiste fièrement que c'est uniquement parce qu'elles étaient déjà au maximum dès le début. Voyant cela, Kazuma lui cède la place sur le canapé, non par générosité, mais parce qu'il réalise que la raison pour laquelle elle est une idiote aussi moronique est que ses statistiques d'intelligence n'ont jamais progressé, peu importe combien elle monte de niveau, et cela rend Kazuma un peu désolé pour elle. Le lendemain, Kazuma se promène en ville, n'ayant rien de mieux à faire, et remarque deux aventuriers, Dust et Keith, qui rôdent dans une ruelle sombre comme s'ils cherchaient leur dealer. Quand il demande ce qu'ils complotent, il l'entraîne rapidement et explique que dans la ruelle, il y a un café secret plein de mystères, tenu par des succubes qui peuvent offrir aux hommes des rêves heureux. Cela suffit à piquer l'intérêt de Kazuma et il décide de les accompagner. À l'intérieur, il est immédiatement accueilli par une rangée de succubes au charme, disons très généreux, et il ne peut s'empêcher de sentir son petit soldat prendre du galon. Une succube les salue et emmène Kazuma dans un box privé où elle remarque que c'est la première fois qu'il vient ici et lui explique tout le processus. Elle exprime sa compréhension du fait que les aventuriers dorment parfois dans des étables, pleins de stress et ont besoin d'un petit coup de pouce pour se détendre. C'est pourquoi la succube a créé cet endroit pour aider les aventuriers tout en obtenant leur part en retour. En entendant cela, Kazuma se dit que c'est la meilleure invention depuis le trou des beignets, et la succube lui tend alors un formulaire à remplir. Elle explique qu'il doit y inscrire le scénario exact qu'il désire, y compris la partenaire de danse avec qui il veut faire trembler le lit dans son rêve. Kazuma demande si cela pourrait être illégal, mais elle l'assure que puisque c'est un rêve, tout est permis. Sur ce, Kazuma remplit avec enthousiasme le formulaire avec tout ce qu'il désire, du jeu de rôle au scénario, en passant par les spécifications exactes des charmes de sa partenaire pour la nuit. Mais la succube le prévient de ne pas trop boire ce soir-là, car cela les empêcherait de lui montrer les rêves. De retour au manoir, Kazuma entre dans ce qui ressemble à un festin de fruits de mer complet, et Darkness explique que sa famille a envoyé une caisse de crabes de luxe pour célébrer leur déménagement. Tout le monde est déjà plongé jusqu'au coude dans les carapaces brisées, et au moment où Kazuma en goûte un, ses vêtements manquent d'exploser comme s'il était dans Food Wars, tellement c'est bon. C'est alors qu'Aqua crée un plat extravagant en combinant son alcool avec le crabe, et quand ils voient à quel point ça a l'air bon, ils le veulent tous. Cependant, Kazuma se souvient de ce que la succube a dit à propos de l'alcool, réalisant que s'il se saoule, son rêve crémeux soigneusement planifié partira directement en vrille. Pourtant, voir les autres rire et s'amuser le fait hésiter, une partie de lui se demandant s'il ne devrait pas simplement abandonner le fantasme et profiter de cette belle nuit avec ses amis. Mais au final, la tentation l'emporte. Il s'excuse tôt et se dirige vers son lit, seulement pour se retrouver bien trop nerveux pour dormir, sachant qu'il est sur le point d'avoir de l'action. Pensant qu'un bain chaud pourrait le calmer, il se plonge dans la baignoire et s'endort. Soudain, il se réveille et voit quelque chose bouger derrière la porte. Darkness entre dans toute sa splendeur et réalisant que le rêve est activé, Kazuma la salue comme s'il était prêt pour les choses sérieuses. Effrayé, Darkness tombe à genoux, incapable de croiser son regard, tandis que Kazuma s'émerveille silencieusement que la Darkness de son rêve ressemble à la vraie. Avant qu'elle ne puisse demander pourquoi il est là, Kazuma sort du bain, lui montre courageusement son Excalibur et lui demande nonchalamment de lui frotter le dos. Darkness se fige car la situation correspond à son propre fantasme en tant que masochiste, et bien qu'elle veuille sauter par la fenêtre pour s'échapper, sa perversion la pousse à continuer. Darkness demande avec inquiétude ce qui se passerait si les autres le découvraient, et Kazuma répond audacieusement qu'ils peuvent tous se joindre et faire la queue pour son manche de joie, ce qui effraie Darkness.
Puis elle commence à lui laver le dos, toute gênée, et quand elle a fini, il lui demande de le sécher sans utiliser de serviette. Bien qu'elle refuse initialement, sa conscience la pousse une fois de plus à accepter et elle s'approche pour le sécher, mais juste au moment où ça allait devenir piquant, la voix d'Aqua résonne à travers le manoir, hurlant à propos d'un intrus. Kazuma sort de son fantasme, furieux que son rêve soit perturbé, et poursuit Aqua ne portant qu'une serviette. Mais alors, emmêlée dans la barrière sacrée d'Aqua qui couvre toute la maison, se trouve une succube. Il réalise plus violemment qu'un camion-kun que ce n'est pas un rêve et qu'il a poussé Darkness aux confins de la pure dégénérescence. Quand Aqua s'apprête à purifier la succube sur le champ, Kazuma intervient tentant d'aider la pauvre fille à s'échapper. La succube, paniquée et se reprochant d'avoir raté son premier boulot, le supplie même de la laisser se faire exorciser. Darkness déboule alors, voit Kazuma agrippé à la succube et suppose immédiatement qu'il est sous l'emprise d'un sortilège, ce qui, selon elle, expliquerait pourquoi Kazuma agissait comme Johnny Bravo plus tôt. Sans lui laisser le temps de s'expliquer, Aqua, Megumin et Darkness s'allient et le tabassent copieusement. Pendant ce temps, la succube s'enfuit, libre comme l'air. Le lendemain matin, Darkness demande à Kazuma s'il ne se souvient de rien. Il répond que non, mais en vérité, il fait l'idiot, prétendant avoir été complètement lobotomisé et n'avoir aucun souvenir des événements de la nuit précédente. Darkness, toujours gênée et visiblement en pleine cogitation, prétend elle aussi que rien ne s'est passé, soulagée qu'il ne se souvienne soi-disant de rien. Soudain, Luna annonce une urgence à toute la ville. Un destructeur se dirige droit sur eux. Tandis que les habitants se précipitent pour rassembler leurs affaires, Aqua et Megumin ont déjà la moitié de leurs bagages prêts, mentalement prêtes à abandonner Axel. Megumin qualifie sans détour le destructeur de condamnation à mort assurée, et Darkness explique d'un ton sombre que la forteresse a tout aplati sur son passage. Elle ajoute que si personne n'intervenait, la ville ne serait pas juste endommagée, elle serait rayée de la carte. Cependant, Kazuma décide de jouer les gros bras et refuse de laisser une sorte de Transformers du pauvre détruire le manoir qu'ils ont eu tant de mal à obtenir. À l'intérieur de la guilde, c'est la panique générale. Pendant le briefing d'urgence, Luna annonce que le destructeur atteindra Axel en moins d'1 heure. Quelqu'un demande s'il existe un moyen de l'arrêter, mais on lui répond que la forteresse a déjà écrasé ses propres créateurs. Autrement dit, pas de manuel, pas de bouton d'arrêt, pas de faiblesse secrète. Le groupe regrette brièvement qu'ils auraient eu une chance si Kyuyo était là, mais comme Kazuma a mis son épée au clou, cette option est tombée à l'eau. La plupart des gens pensent que la fuite est la meilleure solution, et Chris suggère de le faire, mais Darkness insiste toujours pour riposter. Chris se tourne alors vers Kazuma pour lui demander s'il a des idées lumineuses. Après une minute de réflexion, il demande à Aqua si elle peut briser la barrière du destructeur. Entendre cela redonne espoir aux habitants qui se disent qu'ils peuvent peut-être faire quelque chose, et ils discutent maintenant de la nécessité d'une puissance de feu massive pour abattre le monstre. Quand ils entendent puissance de feu, tous se tournent vers Megumin qu'ils surnomment la naine déjantée. Bien qu'elle soit prête à se battre pour eux, elle leur demande de ne pas lui donner de surnom bizarre. Cependant, elle ajoute que sa puissance de feu pourrait ne pas suffire à abattre le destructeur seul. Mais à ce moment précis, Whis apparaît et tout le monde l'acclame. Kazuma est perplexe face à ces acclamations et Dust lui explique qu'avant d'ouvrir sa boutique, Whis était une archimage maîtresse renommée, ce que Kazuma sait être lié à son statut de sensu. Sur ce, les aventuriers se préparent, tandis que les ouvriers montent à la hâte des défenses de fortune pour contrer le destructeur. Au loin, Darkness se porte volontaire pour se tenir en première ligne, prête à affronter la machine de plein fouet. Kazuma tente de la retenir, la prévenant que même elle ne survivrait pas à un coup direct d'une telle taille. Pour une fois, Darkness laisse tomber sa bravade et lui révèle son vrai nom, la Latina, et qu'elle est une noble chargée de protéger cette région. Comprenant sa compassion et son courage, Kazuma choisit de se tenir à ses côtés, non sans la taquiner pour son vrai nom si mignon. Puis, lorsque la forteresse mobile destructrice apparaît enfin, son ampleur colossale réduit tout le monde au silence, planant sur la ville comme Godzilla sur Tokyo. Mais alors, Aqua grimpe au sommet du mur de la ville et déchaîne un Sacred Break, fissurant les barrières magiques qui entourent la forteresse. Ses défenses étant tombées, les mages se préparent à frapper. Whis prépare son sort, tandis que Megumin hésite, visiblement secoué, jusqu'à ce que Kazuma lui donne l'impulsion nécessaire, lui disant de montrer au monde de quoi la magie explosive est capable. Les deux tirent en même temps, leur magie combinée stoppant la forteresse juste avant la ville. Des acclamations éclatent sur les murs, un soulagement inonde les défenseurs. Mais soudain, le destructeur annonce qu'il va s'autodétruire. En entendant cela, la panique se répand. Mais Darkness sprinte vers la forteresse avec un enthousiasme débridé, ravi à l'idée de se jeter dans une mort certaine. Pensant qu'elle se sacrifie, plusieurs aventuriers se lancent à sa poursuite, certains admettant qu'ils essaient surtout de protéger la ville et ses monuments culturels comme le Café des Gars de la Succube,
Tandis que Megumin est laissé pour compte, complètement épuisé après avoir lancé son sort, Kazuma, Aqua et Whis se précipitent dans la forteresse cherchant désespérément une salle de contrôle qui pourrait arrêter le compte à rebours. Au plus profond, ils trouvent un squelette assis sur un trône et Aqua note calmement que l'homme est mort paisiblement. Un journal à proximité révèle la vérité, cet homme est l'ingénieur qui a construit la forteresse. Chargé de créer une arme à l'énergie illimitée, il reçoit la source d'énergie des aventuriers eux-mêmes. Une fois achevée, l'arme devient folle et se retourne contre sa propre ville. N'ayant nulle part où fuir, le créateur s'enferme à l'intérieur et attend la mort. Finalement, le groupe localise la coronotite, le cœur qui alimente le destructeur. Whis propose de la téléporter, mais ses réserves de mana sont trop faibles. Alors elle demande à Kazuma si elle peut lui emprunter du mana. Elle lui demande s'il peut l'aspirer et Kazuma accepte sans hésiter, pensant à un baiser. Mais au lieu de ça, il se fait vider de tout son mana. À ce moment, le cœur se met à biper comme s'il allait vraiment exploser et Whis craint que la téléportation ne le lâche dans une zone peuplée, mais Kazuma l'assure qu'il assumera la responsabilité. Avec cette assurance, Whis déplace le cœur loin de là, sauvant ainsi la ville de sa destruction. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, la forteresse commence à surchauffer et Whis explique que l'énergie restante stockée déclenchera quand même une explosion massive. À court de mana, Kazuma ne peut plus en fournir et l'énergie divine d'Aqua ne ferait que purifier Whis. Mais alors que tout semble désespéré, le gars à la crête ruffienne apparaît portant une Megumin épuisée. Kazuma utilise Drain Touch pour siphonner le mana d'Aqua et le transmettre à Megumin. Et avec une dernière charge désespérée, Megumin déchaîne une explosion si énorme qu'elle anéantit entièrement la forteresse, réduisant le destructeur mobile à des débris flottants. Une fois la poussière retombée, Axel reprend lentement vie. Les gens rentrent chez eux, les boutiques rouvrent, les rues se remplissent à nouveau de bruit. La ville pousse un soupir de soulagement collectif jusqu'à l'arrivée des chevaliers de la capitale royale. Quand Kazuma et les autres se rassemblent à la guilde pour les rencontrer, ils s'attendent à être récompensés, mais le ton du chevalier est tout sauf festif. Un procureur s'avance et annonce que le tribunal, Kazuma se téléporte et apparaît à l'intérieur du manoir du gouverneur local, détruisant complètement tout l'endroit. Avant même que Kazuma ne puisse commencer à expliquer ce qui s'est réellement passé, le procureur l'accuse d'un crime, rendant sa misérable vie d'aventurier encore pire. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin et que vous voulez le récapitulatif de la saison 2, commentez ci-dessous la prochaine saison. Et si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.